Alors, bonjour à tous et à toutes. Chaleureuse bienvenue. Merci d'être là parmi nous dans cette deuxième activité des journées de l'éducation relative à l'environnement que le Centraire organise chaque année entre la Journée nationale des enseignants-enseignantes qui a lieu le 5 octobre et la Journée internationale de l'éducation relative à l'environnement qui a lieu le 14 octobre. Alors, la semaine dernière avait aussi lieu une autre journée importante, la Journée nationale Vérité et Réconciliation, qui nous rappelle la nécessité de reconnaître et de réparer les injustices historiques commises envers les peuples autochtones. Et dans l'esprit de prendre soin de toutes nos relations, nous souhaitons reconnaître que sur le territoire où se déroule cette table ronde, il y a des êtres humains et des êtres autres qu'humains qui coexistent depuis des temps immémoriaux. Et à travers cet événement, nous reconnaissons notre responsabilité à renouveler nos visions d'un environnement partagé et nos pratiques de formation, de dialogue, dans le respect des différentes formes de vie, des cultures ancestrales et du droit à l'autodétermination des générations actuelles. Alors, je me présente sans plus tarder. Je suis Laurence Brière, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation ici à Montréal, directrice du Centraire. Et aujourd'hui, je vais co-animer la table ronde avec ma chère collègue Isabelle Orellana, qui est chercheure émérite au Centraire et qui en a été la directrice de 2020 à 2024. Alors, très contente d'être à l'animation avec toi, Isabelle. Nous allons vous présenter nos panélistes dans quelques instants. On a un petit mot d'introduction avant. Donc, nous avons deux personnes en présence avec nous, Julie et Johanna, et à distance, Déborah et Francisca, qu'on vous présentera dans plus de détails dans quelques instants. En fait, nous réalisons cette table ronde lorsque nous vivons des temps tumultueux. Tout le monde est bien au courant de la réalité, des temps fortement inquiétants où s'impose une logique guerrière impitoyable et des tentatives colonisatrices génocidaires. En fait, la tragédie qui vit le peuple palestinien, notamment, soulève des questions fondamentales d'humanité, de dignité et des droits à l'existence. Des pouvoirs de domination prétendent décider sur les questions de vie ou de mort aujourd'hui. En fait, le monde entier est déchiré par des conflits. La crise environnementale se creuse. Le niveau de dangerosité ne cesse de s'accroître. On parle d'effondrement, de collapse. Comme disait Antonio Gramsci, en fait, le vieux monde s'émère et le nouveau tarde à apparaître. Et dans ces clairs-obscurs surgissent les monstres. Et ainsi, c'est ainsi qu'évoluent les choses, mais au cœur de ce temps de crise complexe, difficile, voire traumatisant, se déploie l'empathie, la compassion, la solidarité. Un espoir actif se tisse dans les soins à l'autre, dans la mobilisation, l'engagement et la résistance. Dans ces contextes, ces sensibilités façonnent l'art de s'occuper du monde humain et de l'autre, autre qu'humain, les rapports au monde. Les approches sensibles sont en effet de plus en plus valorisées. Elles favoriseraient une meilleure connexion au milieu de vie, aux autres, à la nature, une meilleure prise de conscience des réalités socio-écologiques, un meilleur ancrage dans celles-ci. Elles contribueraient à développer notre sentiment d'appartenance à la trame du vivant. Il a lieu aujourd'hui à se questionner si la déshumanisation actuelle, les détachements des valeurs essentielles, la profonde crise socio-écologique contemporaine sont-ils associés à une crise de la sensibilité? En éducation relative à l'environnement, on observe depuis plusieurs décennies un déploiement fécond des approches sensibles. Ces courants est motivé par une double intention. La première, nourrir l'émerveillement pour favoriser l'attachement à la nature et au vivant, et plus largement pour réenchanter les rapports au monde. Et la seconde, décloisonner les manières de construire les expériences et les savoirs relatifs aux réalités socio-écologiques afin de mieux interagir et d'apprendre à vivre autrement, plus harmonieusement. Et dans cette mouvance-là, les écosomatiques ont émergé. On en a deux spécialistes aujourd'hui. Et ces écosomatiques, elles ouvrent à de nouvelles manières d'exprimer la relation à soi, la relation aux autres humains, au plus qu'humain et aussi à l'environnement. Ces écosomatiques, elles questionnent les frontières entre le corps et le milieu. Elles jouent avec la perception de ces frontières-là. Elles invitent à explorer la porosité par le geste,
par la respiration, l'introspection, entre autres choses. Elles sont inspirées notamment des travaux de Moshe Feldenkrais et d'Elsa Gindler sur la qualité et la fluidité des mouvements. Ces pratiques-là, aux manifestations multiples, elles visent à prendre conscience de son corps à travers le mouvement dans l'espace, dans l'environnement et par les sensations qui sont stimulées. Ces écosomatiques, elles soulignent le besoin ainsi de penser et d'habiter, d'habiter notre corps sentant en mouvement dans et avec son milieu, son environnement. Le corps y est envisagé comme espace de mémoire, comme véhicule créatif, émancipateur aussi, on va en parler de ça, et créateur de connaissances. Et parallèlement au développement des écosomatiques en Amérique latine, apparaît le concept des corps-territoires. Il me semble que c'est dans les années 80, ancré dans la réalité des luttes contre l'extractivisme, au sein des dynamiques de réflexion et d'action écoféministes et aussi d'inspiration autochtone. Il exprime la réalité du corps des femmes et de la terre, territoire comme corps qui subissent des situations de vulnérabilité et d'oppression multiples associées notamment au patriarcat et au déploiement de l'extractivisme. À partir d'une approche décoloniale, le corps territoire apparaît comme une unité organique, lieu de tension qui extériorise les profondes fractures et blessures infligées par les rapports de violence qui cherchent la subordination des femmes et suscitent l'exploitation et le saccage sans limite de la nature et des biens communs. Le corps est mis de l'avant comme premier lieu pour sentir, penser avec la terre, suivant les concepts de Falsborda. Il permet d'interpréter et de nous informer aussi à partir des sens de ce qui arrive à la Terre. Il territorio nostro corpo, nostro spirito. On entendait crier à la marche des femmes autochtones au Brésil en 2019. Il s'agit de considérer autant les droits de la nature que la notion écoféministe des corps territoires, associée à l'éthique du soin et à l'affirmation de leur interdépendance contre la patriarcalisation et l'écodépendance exacerbée par les modèles extractivistes, comme le souligne la sociologue argentine Maristela Svampa. Ces approches sensibles mettent en évidence que le corps se trouve lié étroitement aux énergies de la Terre, sous tous ses aspects, donnant lieu à des corporéités perceptives et sensibles à ce qui les entoure. Il y a dès lors une continuité fluide entre les mondes, les territoires et les corps. Et pour discuter de toutes ces questions, nous accueillons 4 femmes qui embrassent et qui réfléchissent ces questions-là dans le dialogue avec des personnes et des communautés de différents horizons et en relation avec différents territoires. Alors, je vous les présente. D'abord, à distance, depuis le Chili, nous accueillons Francisca Fernandez-Droguet. Bonjour, Francisca. Elle est docteure en études américaines, anthropologue et féministe territoriale. Professeure chercheuse à la Universidad Academia de Humanismo Cristiano au Chili, elle y coordonne le Centre d'études des conflits socio-environnementaux, le NECOSOC. Francisca est membre du Mouvement pour l'eau et les territoires, le MAT. Elle collabore également avec l'École populaire paysanne de Curaçao de Vélez, en plus de faire partie de la plateforme latino-américaine pour la justice climatique. Bienvenue parmi nous, c'est un plaisir, Francisca, de t'avoir avec nous. Nous avons aussi à Merci distance. beaucoup. Oui. Depuis le Brésil, nous accueillons Déborah Maia de Lima, qui est artiste, chercheuse et éducatrice brésilienne canadienne. Elle est professeure adjointe au département d'études intégrées en éducation de l'Université McGill. Elle dirige actuellement le projet Dancing with the Land Pole to Pole. Elle va nous en parler davantage aujourd'hui. Ce projet-là explore la relation entre les danses, la corporéité et le territoire chez les peuples autochtones, chez différents peuples autochtones des Amériques. Déborah, elle s'intéresse également à l'activisme à travers l'art des jeunes et des femmes autochtones de l'Amazonie brésilienne. Sa pratique, elle met l'accent sur les approches interdisciplinaires de l'interface danse, éducation, santé, dans une perspective de justice sociale, d'inclusion et de soutien à la créativité dans les contextes éducatifs formels comme informels. Alors, Déborah, bienvenue parmi nous. Donc, tu es habitué à l'UQAM, mais aujourd'hui, on t'a avec nous depuis le Brésil où tu es en Et, oui, prolongé. bah oui, merci.
Et ici avec nous dans la salle, nous avons Johanna Bienez. Bonjour Johanna, qui est professeure au département de danse de l'UQAM et responsable du groupe de recherche interdisciplinaire sur les arts vivants, le GRIAV, de la Faculté des arts. Ces recherches ont porté sur le travail de l'interprétation en danse, sur les mécanismes de création dans le champ danse-théâtre, sur les méthodologies de recherche-création et enfin sur la formation technique des danseurs-danseuses en formation pré-professionnelle. Son plus récent projet de recherche, intitulé Pratiques écosomatiques en danse et performance au Québec, contribue au développement du champ émergent des écosomatiques au Québec au croisement des pratiques somatiques de la danse, de l'écologie et des humanités environnementales. Alors, merci d'être avec nous, Johanna. Et finalement, Julie Drouin, elle a commencé sa carrière dans le domaine de la biologie. Son mémoire de maîtrise en écologie comportementale portait sur les relations plantes et insectes. Alors, elle a les pieds dans plusieurs univers scientifiques. Elle s'est ensuite spécialisée dans l'étude du mouvement humain en réalisant notamment un DESS en éducation somatique. Depuis plus de 15 ans, elle agit à titre d'éducatrice somatique et cette pratique l'a amenée à entreprendre un doctorat en éducation à l'UQAM. À travers son projet de thèse, que j'ai le plaisir d'accompagner, elle explore le rôle de la corporéité en éducation relative à l'environnement et elle explore également les manières dont l'éducation somatique pourrait contribuer à intégrer davantage la dimension corporelle en éducation à l'environnement. Alors, merci, bienvenue parmi nous, Julie. Alors, Alors, nous aimerions commencer avec la participation de nos invités, puis on va faire ça en deux blocs. Donc, d'abord, nous aimerions inviter Déborah et Francisque à nous partager les réflexions, leurs expériences et leurs fruits de leurs travaux autour de deux questions. Hein. Ils ont déjà reçu à l'avance, donc ils se seront préparés. La signification du corps et des approches sensibles dans la relation au territoire et de la notion de corps-territoire comme outil de lutte éco-territoriale. Donc, ce serait comme une première question. Et la deuxième, le rapport au corps et l'expression culturelle et corporelle, pardon, dans l'affirmation des cultures enracinées, dans la médiation culturelle. Alors, enfin, Deborah ou Francisque, l'une ou l'autre, si vous voulez bien. Et puis, ça peut être dynamique, c'est pas nécessaire qu'il soit un bloc une, un bloc l'autre. Donc, ben, on vous laisse le microphone. En mon cas, c'est un petit peu difficile, mais bon, je m'excuse parce que je vais lire, mais je vais commencer. Alors, on peut dialoguer avec Déborah. Bon, bonjour, je suis Francisca Fernandez-Droguet, je suis anthropologue. Et je suis ravie d'être parmi vous pour discuter précisément de la relation entre corps et territoire. Et dans cette occasion, pour présenter, je vais lire un texte. Puisque bien, je connais le français, mais la langue d'usage quotidienne, vous savez, mes chéris, c'est l'espagnol. Alors, je m'excuse, donc je vais lire et commenter ce texte sur la relation entre le corps et le territoire, et à partir de mon expérience étant que féministe éco-territoriale. Alors, c'est ça. Bon, ces réflexions que je vais partager avec vous font partie des réflexions collectives du mouvement pour l'eau et le territoire, aussi de l'école populaire paysanne Curiaco de Vélez, de Chiloé, au sud du Chili, au fin du monde. C'est merveilleux ce lieu. Je vous invite. Alors, bon, et spécifiquement, je vais parler comme l'Assemblée des femmes et des dissidents. Nous sommes un mouvement qui lutte depuis 13 ans contre la privatisation de l'eau, les politiques extractivistes et aussi les fausses solutions qui continuent à être basées sur l'exploitation de la nature. Alors, bon, je crois qu'une chose très importante, c'est que par nous, comme mouvement, le corps est le premier territoire que nous habitons. En ce sens, le corps est notre premier espace de transformation, de lutte, mais aussi, et c'est très important ça, de résistance. À partir d'un habitat traversé, par exemple, traversé par des politiques du mort. On parle au Chili de écocide.
et aussi de terricide, de destruction de la terre, de la nature, mais aussi du territoire, des esprits, de tout. Et aussi de génocide. On a des politiques de mort sur les peuples. Congo, Soudan, Palestine. Alors, à partir des féminismes écoterritoriaux, c'est un concept qui a travaillé beaucoup, une femme très importante au Sud-Amérique, Maristela Sbampa. Nous avons récupéré la notion aussi de corps, terre et territoire, les trois corps, terre, territoire, travaillés par les féministes communautaires au Guatemala, Lolita Chavez, Lorena Cabnal, et aussi au Bolivie, par exemple Adriana Guzmán. Bon, ainsi, tout ce qui arrive au territoire et à la nature, à cause de l'extractivisme, de la dépossession, de la pollution et de l'environnement, nous arrive aussi dans notre corps. C'est pourquoi la première souveraineté, autonomie, autodétermination territoriale est défendre l'autonomie et la souveraineté de notre corps. Quand nous parlons de la souveraineté de notre corps comme mouvement pour l'eau et le territoire, nous nous situons autour de trois axes. Eau, énergie et les graines. Semence. Agua, energía, semilla. Voilà. Alors, par nous, ces trois éléments permettaient et soutiennent toutes les vies, humaines et non humaines. Par exemple, lorsque nous parlons d'eau, nous soulignons qu'il existe différents corps d'eau, les lacs, les lagunes, les rivières et les mers, mais nos propres corps sont des corps d'eau. Ça, c'est très important dans ce diade corps-eau. Nous considérer comme un corps et un territoire implique de penser au-delà des visions anthropocentriques, de nous comprendre comme faisant partie de la nature. Nous sommes nature. Ça, c'est très important aussi pour le mouvement. Pour la même raison, nous disons que les effets de l'exploitation, par exemple, linéaire, de l'agro-industrie, sont des effets physiques sur le corps, mais aussi des effets physiques sur le corps mental, mais aussi spirituel. Alors, se penser comme un corps territoire, c'est se penser comme un corps lié à la terre, mais aussi à l'eau. C'est pour ça pourquoi on parle aussi corps au territoire. On parle corps terre territoire, mais aussi on parle corps au territoire, par exemple au Chiloé, et aussi corps quartier, comme on dit au Chili, barrio, territoire. Et bon, historiquement, les femmes, nous, ont contribué au maintien de la vie, et c'est sur le maintien de la vie que répond la gestion de l'eau. Mais nous prenons aussi soin du territoire. Nous prenons soin des autres vies, nous prenons soin de l'environnement, nous prenons soin de l'organisation. C'est pourquoi le dispositif corps-territoire devient aujourd'hui aussi utile, une stratégie et une éthique du soin. On parle beaucoup des politiques et des éthiques du soin autour de l'eau. En tant que nous, les femmes, nous faisons partie des territoires, des peuples, des collectivités, des communautés en résistance contre toutes les politiques de mort que nous avons précédemment signalées. On s'embrasse, on dit du féminin communautaire acuerparse, corps qui embrasse, beaucoup de corps qui embrassent. Il n'y a pas une traduction littérale de acuerpar, mais c'est très beau, c'est très potentiel cette parole. Les unes et les autres est le moyen de soutenir l'organisation collective, acuerpándonos. Le corps est perçu, par exemple, pour les peuples autochtones, les communautés afrodescendantes au Chili et les secteurs populaires comme une partie de tout. Nous sommes tout, comme un espace de la communauté collective qui diffère de la construction moderne euh,
en ce quel segment le corps est privilégié, par exemple le visage. Bon, à partir de cette perception du corps, nous pouvons engager un dialogue avec le féminisme éco-territorial dans la défense et la stratégie des luttes territoriales. Nous insistions beaucoup sur le fait que nous sommes de corps d'eau. Nous sommes des corps, une partie de la nature, nous sommes des corps collectifs et communautaires, et ces corps sont qui soutiennent le soin de la vie, mais aussi les alternatives au système de violence et d'oppression. Lorsque nous parlons de violence structurelle, nous faisons référence au capitalisme, colonialisme et patriarcat, mais aussi d'autres expressions de violence telles comme le racisme, je ne sais pas si se comprend, mais l'adultocentrisme, oui, le Adultisme. ça, merci beaucoup, le spécisme qui dévaste et détruit nos propres corps et limite la possibilité créative de nous constituer en espace autonome, enracinés dans des communautés. Alors, je voudrais conclure ce cycle de réflexion, le premier cycle, avec une notion d'un sociologue que justement Isabelle a parlé, colombien, Orlando Falsborda, qui fait référence au fait de sentir et de penser avec la terre. Sentir pensar con la tierra. Cette idée de sentir, penser, nous relie à un corps que non seulement ressent, mais un corps pensant et un corps situé dans des mémoires historiques, ancestrales et actuelles, ancrées dans la terre. On parle beaucoup de ça. On parle aussi des féminismes ancrés dans la terre. Bon, aujourd'hui, les luttes et les défenses territoriales reposent fortement sur la défense du corps et du territoire. Véritablement, le levier d'autonomie alimentaire, sur l'énergie des populations et sur la gestion communautaire de l'eau, par exemple, le mouvement de l'eau, comme mode de pensée au-delà de l'extractivisme, du capitalisme et du patriarcat. Bon, finalement, comme l'ont dit les communautés zapatistes du Mexique, aujourd'hui, notre lutte est autant une question d'organisation. J'aime beaucoup que les zapatistes parlent de créer des refuges, que je trouve très important, des refuges. Et justement, donc la organisation, la communauté, mais aussi la fête sont très relevants. C'est pourquoi je réclame aussi des corps festifs, pas seulement des corps qui subissent les effets de la dévastation du territoire, mais des corps qui célèbrent la vie au jour le jour. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais écouter Déborah. Merci. Merci beaucoup, Francisca. Merci pour ces réflexions fort riches. On va laisser la parole à Déborah avant de... Merci, merci Francisca. Et je n'ai pas écrit vraiment parce que je voudrais partager et je voudrais partager dans le sens aussi d'écouter. Et c'est pour moi, bon, je suis aussi latine, non? Je viens du Brésil. Il y a 12 ans que j'habite à Montréal. Et pour moi, toujours quand je regarde, quand je vois qu'on doit parler, quand on lit les relations entre le corps, le territoire, qu'on commence à voir les concepts, pour moi, c'est, sûrement je comprends, mais c'est un peu bizarre qu'on doit, que, c'est une façon de voir que nous sommes tellement loin de nous-mêmes, qu'on doit lire, qu'on doit étudier, qu'on doit faire des concepts. Parce que la relation, le corps, nous sommes, comme Francisca a dit, nous sommes une partie de la nature. Nous sommes les Homo sapiens sapiens. Nous avons, si on regarde les animaux dans la nature, nous avons les mêmes padrons, non, que beaucoup d'eux, pas exactement tout, mais on est tellement mis dans notre tête qu'on oublie vraiment qui nous sommes. Et donc, on en parle d'une... je pensais hier, j'avais parlé avec Laurence, Laurence, comment on dit Laurence? France. Laurence, merci.
Et quand je parlais avec elle, je me suis rappelé de la question de l'éducation. Et comme presque tout qu'on sait, bon, je peux dire de Paulo Freire, non, que c'est aussi du Brésil, que c'est connu dans le monde. J'avais la chance d'étudier avec lui il y a longtemps. Mais pratiquement tout qu'on parle par rapport à l'éducation, par rapport au corps, il vient du Nord global. On ne parle pas beaucoup de l'Amérique latine, on ne parle pas beaucoup d'Afrique, malheureusement. Afrique, c'est comme une mecca de cette relation. Et je me suis rappelé que je voudrais dire rapidement une tribu en Afrique, Sawabona Chikoba. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a cette relation très, très belle avec l'éducation. Dans ces peuples, ce qui arrive, c'est que quand quelqu'un il fait les erreurs, il va hors de règles, les gens mettent cette personne au milieu de la tribu. Ils commencent pour 3 jours à dire les bonnes choses que cette personne elle a fait et elle est. Donc, pendant une partie de 3 jours, mais ils dansent aussi, ils font beaucoup de mouvements avec le corps. Et ce qu'ils regardent, ce qu'ils voient, cette personne, c'est la communauté en train de leur rattraper, de le pêcher encore à son essence. Et quand on parle de corps terre, on parle de ça. On parle de revenir à qui nous sommes. On parle de revenir à notre individualité, mais non pas une individualité dans le sens de ego, de moi, mais une individualité dans le sens de communauté. Quand on parle un peu de féminisme, c'est une chose on a parlé, le féminisme dans les peuples autochtones, il est totalement différent du féminisme dans les peuples blanches, de nous, non autochtones. Parce que le féminisme autochtone, il n'est pas sur le moi, il est sur la communauté, il est sur les arbres, il est sur la nature, il est totalement lié aux humains et aux non-humains. Quand Francisque a dit par rapport au cuerpo territorio, non, que vient très fort au nord, que je suis très, très heureuse de voir ça maintenant en arrivant au nord, au sud global, c'est déjà très, très répandu ça. On parle aussi les difficultés avec les concepts. Pardon, on parle aussi de territoire-corps, qui c'est un autre concept, mais ce n'est pas exactement totalement différent parce que le territoire-corps, il vient plus fortement dire que notre corps, c'est notre premier territoire, parce que le corps-territoire, il y a cette idée, mais il est aussi beaucoup plus fort que ça. C'est comme une relation étroite avec l'environnement, avec les visibles et non visibles, et qui nous permet, disons, d'habiter les mondes dans le sens de territoire. Il y a aussi le territorio cuerpo-tierra, qui fait plus cette relation entre les territoires, le corps et la terre. Et comme on a parlé de pôle to pôle, je vais parler brièvement de pôle to pôle, mais pôle to pôle parle beaucoup par rapport à cela. Cette recherche pôle to pôle, j'ai interviewé environ 40 autochtones de nord et sud global. C'est pour ça que c'est pôle to pôle. Donc, beaucoup de communautés et beaucoup de questions par rapport à la relation corps-territoire. Mais pas exactement corps au début, n'était pas une relation au corps, mais comme essence, qui je suis par rapport à mon territoire. Et c'est absolument incroyable que du nord au sud, la réponse, c'est toujours la même. Il n'y a pas de différence entre le corps et le territoire avec les autochtones. On sait ça avec la tête, mais c'est un peu difficile de comprendre avec notre corps.
Et je voudrais, je voudrais aussi demander, s'il vous plaît, si vous pouvez me dire quand je vais finir, parce que j'ai oublié de chronométrer. Je voudrais vous inviter, c'est une expérience pas intellectuelle, mais de choisir chez vous, auprès de chez vous, un arbre. Ici à Montréal, c'est facile de voir ça dans le sens un arbre qui vous aimez, un arbre qui vous touche, un arbre. Moi, je suis à Montréal, j'ai vu l'arbre juste en face de moi. C'est ma professeure, cet arbre-là. C'est ma professeure de résilience. Parce que quand on voit l'arbre dans l'été, le printemps et toutes les démarches qu'elle fait, on commence à comprendre beaucoup la nature. Donc, la nature qui on dit de notre corps aussi. Donc, je voudrais seulement, je sais qu'on va parler par rapport à ça un petit peu plus, mais ce que je dis par rapport à un arbre, c'est vrai. Hein? Je voudrais vraiment que vous choisissez vraiment un arbre pour la regarder. Parce que sinon, on va parler, vous allez lire, et ça ne va donner rien. Parce que c'est ça qui arrive. On doit vivre l'expérience. Et quand on dit par rapport à ce projet, Pôle to Pôle, il est devenu comme une recherche, mais au début, mais après, il est maintenant un projet. Il continue avec les activismes climatiques. Et on regarde, on voit que dans les relations autochtones avec la terre, il y a pas seulement une relation étroite, comme j'ai dit, mais c'est une relation de vie. Moi, comme un autochtone, si je sors de mon territoire, ma tête, mon sens d'être, il est presque détruit. Donc, quand on regarde la santé mentale, on parle de la santé mentale des autochtones, et on dit par rapport au territoire, on parle beaucoup de situations par rapport à cela. Et je vois qu'on regarde seulement une petite partie de cette situation, et c'est la partie qui ne nous aide pas. Parce que les relations avec la terre, et je vous invite aussi à marcher pieds nus le plus que vous pouvez, elles nous donnent le grounding, qu'on parle beaucoup en éducation somatique, en danse. Elle nous donne, elle nous enracine dans le monde. Et dans une façon où je suis avec qui je suis aussi. Parce que le territoire, c'est moi aussi, comme je dis. Mais c'est difficile de comprendre ça seulement avec notre pensée. Donc, quand on joue dans la terre, quand nous sommes dans notre territoire, les plus près qu'on peut voir par rapport à cela, c'est par rapport aux immigrants, qui en a beaucoup à Montréal, nous au Canada. Donc, les territoires comme la continuité de mon corps et le corps comme la continuité de territoire, ce n'est pas une logique conceptuelle que je peux mettre dans les boîtes. C'est un peu ça que les autochtones disent. Hein? Nous pensons toujours dans les boîtes. Donc, pour commencer à penser par rapport à la relation avec le corps, à la relation avec... Même penser encore, non, penser que nous avons encore et les territoires, c'est un peu limité. Si on voit l'expansion de ça, il y a les autochtones, comme je dis, les territoires corps. C'est une conception, un concept qui pense la Terre, les planètes, comme un grand territoire. Donc, il y a les autochtones qui disent, par exemple, que les pierres sont les os de la Terre. Donc, il fait les métaphores. Il y a les métaphores avec les parties de la Terre, non, les éléments de la Terre, et le corps. De l'eau, on peut penser, non, on peut imaginer. De l'eau, c'est notre sang. C'est notre façon d'être fluide. Et on va aussi aux éléments feu, l'eau, le vent et la terre. Donc, nous sommes tous ensemble. Le territoire et la terre, pour beaucoup d'eux, sont des choses différentes. Mon territoire, c'est où j'habite. Et la terre, c'est les grandes planètes. Et on peut penser par rapport au corps maintenant et par rapport à l'expression corporelle. Les jingle dress,
que c'est les jingle dress, la danse autochtone, qu'elle a commencé. C'est une danse de guérison, mais je ne sais pas si vous savez ou si vous avez vu, pendant la COVID, il y avait beaucoup de jeunes autochtones qui dansaient les jingle dress dans les hôpitaux. Si vous, les hôpitaux, si vous ne savez pas, faire une brève recherche sur Google, et ils font ça, ils ont fait ça vraiment dans ces moments pour guérir la Terre, pour guérir les planètes. Donc, quand il dit, ils font allusion, disons, à la planète, difficilement on va regarder les mots planète, on va regarder les mots terre comme une chose plus grande. Et les territoires, en général, c'est pas tout le monde, mais en général, c'est les petits espaces que j'habite, c'est ma communauté. C'est où je sens que c'est mon territoire, c'est où mon corps habite, c'est où je me sens bien, c'est où je sens avec mon peuple. Les territoires, ils incluent la vie, incluent les animaux qui sont là, principalement les plantes. J'ai entendu parler beaucoup de plantes parce que les plantes, ils sont, ils sont nourris, disons, nourris dans la notion de c'est quoi que cette plante fait. Il y a les millénaires, non, ils sont, comment on dit ça? Millénaires, comment on dit, Francisca? Millénaire. Millénaire. Millénaires, merci, c'est ça. Non? Donc, imagine que les générations, ils ont vécu dans ce lieu-là. Ils ont appris absolument tout. Et parfois, on peut demander, comment est-ce qu'on va apprendre ça? Vous allez me dire ça dans un an, après passer un an en regardant l'arbre que vous allez choisir. Donc, on va voir comment est-ce qu'on apprend avec la nature. Merci, Et Déborah. Je pense qu'on pourrait peut-être ouvrir à des questions, des échanges avec les publics. On pourra reprendre certains éléments qui ont été sûrement, présentés. Il y non, a merci. Je n'ai pas chronométré, je ne savais pas combien de temps j'avais. Merci. Merci beaucoup. Il y a plusieurs aspects vraiment très intéressants qui ont été soulevés, très pertinents aussi face à le moment que nous vivons. Mais on aimerait ouvrir autant à distance ceux qui sont à distance comme ceux qui sont dans la salle, si des commentaires ou des questions que vous voudriez soulever ou des éléments qui aujourd'hui, comme on devrait peut-être profiter de nos invités pour approfondir davantage des questions dans la salle ou à distance. Pendant que les gens réfléchissent à quelque chose qu'il et elle voudraient dire, mardi, nous avions le symposium dans le cadre des journées de l'ERE sur l'éducation par la nature et le dehors et sa contribution à la réussite éducative. Et à un moment, dans une table ronde, il y a été la discussion nous a amené à partir d'une question du public sur les enjeux de justice environnementale, à quel point on a accès à un milieu de vie qui est riche pour apprendre dehors et tout ça. Puis il y a une intervenante qui dit, mais ça prend qu'un arbre. Et un peu comme tu viens de dire, Déborah, et c'est de créer la relation avec, elle nommait un arbre, mais ça peut être, bon, autre chose, bien sûr, on l'entend, mais j'ai aimé ça de l'entendre aussi de ta part aujourd'hui. C'est vrai que hein, des fois, on a cette impression que c'est la grande nature ou que c'est le territoire, c'est la campagne, alors que beaucoup d'entre nous, ben, on vit dans l'urbanité, là, on est... comment est-ce que ce lien corps-territoire se tisse aussi en milieu urbain, là, concrètement? Euh, Ça, c'est quelque chose aussi qui est à vivre penser. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments? Peut-être un élément qui prend... Oui, Je, Déborah. je voudrais seulement peut-être, par rapport à cette question, comment notre corps territoire, c'est intéressant même comment on pense les questions, non? Comment nous sommes un peu, la difficulté que nous avons pour habiter dans une ville, et comment est-ce que notre corps territoire, comment c'est les rapports au corps territoire dans une ville, c'est ça, non? Un peu la, Oui, comment on vit ce corps-territoire en ville? Comment... on, on vit. Et je voudrais suggérer de trouver le lieu, si on n'a pas chez nous,
le lieu qui peut me donner la relation avec les quatre éléments. Avec le feu, avec l'eau, on peut aller à la piscine, on peut nager. Avec la terre, on peut vraiment marcher pieds nus ou même marcher dans la neige. Ça, c'est possible. On ne va pas rester à moins 25. Non, on laisse comme c'est zéro pour le faire pour quelques minutes. Mais être, être en dedans de qui nous sommes, en dedans de la nature, parce que quand on dit ça, c'est même bizarre de dire. Parce que nous sommes vraiment nature. Nous avons euh, écoute, on dit une dépression, c'est quoi? C'est regarder la nature. On a besoin d'une prescription pour ça. On a tellement oublié qu'on a besoin de prescription médicale pour y aller. Après que nous sommes déjà malades, non? Donc, ça, c'est une idée de comment est-ce qu'on peut vivre le corps territoire ou comment on peut rattraper quand nous sommes en ville. Ouais, Un moi, aspect, oui, ouais, vas-y, oui, Francisca. oui. Bon, moi, j'aime beaucoup la notion de toile de la vie ou de tissu de la vie qui parle beaucoup les femmes maya quiché de Guatemala et Chimoleu et de Mexico. Alors, pour penser ce qu'elles appellent notre maison commune, je crois que c'est très important ça. Avec la notion de notre maison commune, on peut comprendre notre relation comme corps, nature aussi, mais avec un regard internationaliste, ancestral, ancestral. Je crois que c'est très intéressant de penser ça. Alors, par exemple, on parle beaucoup au Chili de, on peut dire, ruraliser l'urbain, que c'est très important, penser ruraliser l'urbain. Et par exemple, je crois que c'est très beau. J'aime beaucoup le fait que dans les communautés indigènes quechua du Pérou, nous dit, on vous demande de quelle colline vous venez et vers quelle colline vous allez. Alors, c'est une forme de se penser, d'exister, d'être euh, part de la nature. Alors, je crois que c'est très important. Le tissu de la vie, ruralité urbaine, et penser comme arbre, je me pense comme aux collines. Ça. En tout cas, c'est magnifique. Je pense que la poésie est complètement fondamentale dans notre vie et c'est ce qui nous permet aussi de réimaginer, de rêver, puis en fait l'idée de se repenser des collines en collines pour essayer de bâtir ou de tisser ou de raconter, de partager ce qui nous sommes, quelle est notre histoire, est très très évocatrice. Et moi, en tout cas, un aspect qui me paraît intéressant et tellement important aujourd'hui de ce que vous avez évoqué, c'est cette invitation à se repenser pour prendre conscience du corps, de notre corps en tant que femme, en tant que personne, et de le revisiter, puis de se revoir, et à travers tout ça, de revoir les milieux de vie, ou soit rural, quartier, ou la nature, la campagne, au bord de la mer, ou peu importe où on soit, et de voir les liens que nous avons. Donc, il y a toute une question de se repenser, de revisiter aussi, éventuellement de reconstruire nos liens d'appartenance et de consolider aussi ces identités fondamentales et dont celle que vous avez évoquée, qui est l'identité au sein de la trame de vie ou des tissus de cette toile dont tu parles, Francesca, donc de vraiment prendre conscience que nous faisons partie on est d'un élément organique beaucoup plus vaste, plus complexe que la vie, et la vie autant la vie naturelle que celle qui a été transformée par l'être humain et les sociétés. Et donc, en ce sens-là, il y a toute une dimension émancipatrice qui me paraît importante d'évoquer et valoriser aussi comment ce nouveau regard sur soi et sur les autres, sur ce qui nous entoure, nous invite à quelque part
changer et identifier comment aussi les changer, ce qu'il faut changer. Et puis, c'est en ce sens-là que j'aimais beaucoup l'expression de Porto Gonçalves. Je pense que c'était de l'idée de réexistence, donc de comment on se reconstruit dans tous ces processus-là, comment on se reconstruit à travers ces prises de conscience du corps, corps être humain, corps et milieu de vie, corps, territoire, comment on arrive à se repenser, à se reconstruire, à réexister, donc à imaginer des nouvelles formes de vie qui sont plus équilibrées, plus harmonieuses, où il y a ces liens d'amour à la vie. Moi, j'aime beaucoup, je me rappelle plus, je pense que c'était en Colombie, il y avait un chercheur qui parlait de le défi de l'éducation relative à l'environnement et renouer nos liens amoureux à la vie. Et je crois que c'est effectivement le cas. C'est ce qui, je pense, aujourd'hui nous mobilise. Et je pense que tout ce que vous évoquez comme pratique dans lesquelles vous participez est traversé par cette impulsion affective d'amour à la vie et des joies de vivre, des célébrations de la vie, comme tu disais, Francisca. Donc, sortir de l'aliénation qui nous a, ou rompre avec l'aliénation que ce mode de vie, la société axée sur le marché nous a amené pour inventer, réinventer à partir de notre nature essentielle. Ben, ce que tu évoques là, je trouve que ça fait un très beau pont vers ce qu'on avait parlé d'aborder dans un premier temps avec Johanna et Julie. Puis bon, on a aussi un moment d'échange prévu dans un troisième temps, bien sûr, entre les quatre panélistes. Mais justement, là, on a parlé en particulier de liens corps-terre, territoire, corps-au-territoire et de différentes manières dans le sud global et maintenant dans le nord. Dans le Nord global, oui. Comment, à partir de vos réflexions, de vos expériences, de vos travaux, comment vous caractérisez notre rapport justement à la fois au corps, au territoire? Est-ce qu'il y a lieu ici de parler de ce corps-territoire? Où on en est? Puis on sait aussi que, ben, au fondement des éducations somatiques, il y avait vraiment une perspective très critique, émancipatrice, que je pense qu'à travers vos travaux, vous tentez d'aller plus vivre ou de reprendre. Alors, ouais, la parole serait à vous, donc, pour évoquer quel type de travail il se fait par chez nous. Ben, avec Joanna, pour vous que je commencerai parce que je vais quand même répondre aux deux questions, mais je vais faire un petit effort didactique pour présenter un peu c'est quoi l'éducation somatique, puis l'historique, puis répondre à travers ça aux deux questions. Donc, c'est vrai que au fondement de l'éducation somatique, il y a une dimension d'émancipation qui est pas pareille comme celle qui vient d'être évoquée, mais quand même un fondement d'émancipation parce que on sait que les corps ou les pratiques corporelles sont autant des lieux d'oppression que d'émancipation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose vraiment à la base, je pense que de réflexion. Puis l'éducation somatique, en fait, c'est basé sur des pratiques. C'est pas théorique à la base, c'est des pratiques qui ont été mises en place par des hommes et des femmes au tournant du 18e, 19e siècle en Europe, donc occidentale, mais qui ont été énormément influencées par toutes sortes de cultures. C'est des personnes qui ont voyagé. Et ce sont des pratiques, en fait, qui vont venir questionner le dualisme corps-esprit qui est très, très, très présent en Occident. Donc, ça s'oppose à ça d'une certaine façon. En fait, on définit l'éducation somatique comme le champ disciplinaire d'un ensemble de méthodes qui ont pour objet l'apprentissage de la conscience du corps vivant, le soma. Et le soma, c'est un concept très important, je vais y revenir, en mouvement. Donc, le corps vivant, le soma en mouvement dans son environnement. Donc, le lien à l'environnement est extrêmement présent. Donc, c'est un ensemble d'approches, les approches plus connues en Occident, il y a la méthode Feldenkrais, le Body Mind Centering. C'est des approches qui sont pas très connues du grand public. C'est beaucoup dans les milieux artistiques, en danse. Puis, ce sont des approches, comme je le disais, qui mettent au défi le dualisme corps-esprit, en fait, qui vont vraiment valoriser l'expérience sensible corporelle, l'expérience subjective à la première personne, son corps à travers le geste. Et à travers cette valorisation-là, de l'expérience sensible, c'est des approches qui ont été liées
à des grandes mutations sociales et politiques qui ont traversé l'histoire du 20e siècle. Dans les années 20, en Allemagne, par exemple, il y a eu je vais très mal le prononcer, là, la Corpar-culture, qui est comme un peu l'ancêtre du milieu du mouvement hippie. Il y a aussi les expériences d'utopie sociale. Je sais pas si vous connaissez Monte Verita en Suisse, donc des gens qui sont allés vivre dans cette montagne. Il faisait du nudisme, il était végétalien, il bougeait. Donc, il y avait vraiment un élément très contre-culturel et c'était une opposition aux pratiques de gymnastique volontariste très, très présente dans les écoles, à l'armée, et aussi une très, très grande résistance face à l'intensification de l'industrialisation. Et les corps à cette période d'industrialisation, c'est la force de travail. Puis on va y revenir parce que je pense qu'il y a quelque chose d'encore très contemporain là-dedans. Puis, ben, ces approches-là sont devenues l'éducation somatique à partir des travaux d'une personne qui s'appelle Thomas Sana, qui était philosophe et aussi praticien de la méthode Feldenkrais. Puis, dans les années 70, il a regroupé ces approches-là, puis il a créé un domaine, ben, lui, là, avec d'autres membres, qu'on appelle la somatique. La somatique, c'est aussi un courant théorique. Puis l'éducation somatique, c'est les approches ou les pratiques somatiques. Puis, Thomas Sonna avait vraiment une visée utopique aussi. On était à l'époque contre-culturelle américaine, liée au mouvement du potentiel humain à Esalen. Donc, une contre-culture aussi en résistance à la guerre du Vietnam, en résistance aux religions, toutes les formes d'oppression aussi au corps, liées, liées à la religion. Donc, lui, il avait une visée de créer une culture somatique basée sur la sensorialité. C'est assez anthropocentrique, en fait, très, très anthropocentrique comme vision. On n'était pas encore en Occident, en tout cas, pas lui, à penser plus le rapport à l'environnement plus vaste que l'humain. Et il y a une autre personne importante dans le milieu de la somatique qui s'appelle Don Hanlon Johnson, qui lui est vraiment allé réfléchir plus à la dimension émancipatrice des pratiques somatiques, justement en lien avec les techniques de domination du corps, très influencées par la pensée de Michel Foucault. Puis lui, il s'est intéressé aux technologies de l'authenticité, aux pratiques transformatives du corps et du soi, et comment ça peut contribuer aux changements sociaux et individuels. Et il y a vraiment eu la création de théories somatiques sociales. Il y a des applications, comme par exemple au département de danse, il y a la chercheuse Sylvie Fortin qui a travaillé là-dessus, qui a fait beaucoup de recherche-action avec des femmes pour des femmes avec des situations particulières, donc dans des visites d'émancipation. En France, il y a le groupe Soma EPO, dont fait partie Joanne Clavel, qui est ma co-directrice, qui ont fait justement des études, recherche-action aussi avec des personnes atteintes du VIH, par exemple. Donc, comment les pratiques corporelles peuvent venir jouer dans cette espèce de d'interface entre le micro et le macro, entre le soi et le social. Et donc ça, c'est comme la dimension émancipatrice de l'éducation somatique. Et pour que ça arrive, ben, il faut faire attention de pas penser qu'on faut pas être naïf, en fait, parce que c'est pas une panacée, faire du mouvement. Il faut avoir une pensée critique quand on fait ça. Pour qu'une approche corporelle induise un vrai changement, il faut avoir une pensée critique par rapport au discours aussi, parce que le corps est imprégné des discours. Des discours dominants sur le corps par rapport à ce que le corps devrait être. Donc, et ce discours-là nous coupe de notre sensorialité, nous coupe ça nous coupe de nos sensations, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'observe en tant qu'éducatrice somatique. Donc, c'est mon métier. J'enseigne les techniques de mouvement, puis les gens sont quand même assez déconnectés de leur corps. Puis j'ai des collègues dans la salle qui sont ici, Johanna. Donc, il y a vraiment une vraie coupure sensorielle qui est là. Et je pense qu'il y a une forme d'aliénation par rapport au corps en ce moment, entre autres par la culture de la chaise. On est tout le temps devant un écran. Moi, je trouve que c'est extrêmement grave, la chaise. Mais voilà, donc on est beaucoup dans des villes aussi, puis je pense qu'il y a plein de manières de se reconnecter à l'environnement. Pour faire un pont, est-ce que je suis correcte dans le temps? Oui. Un pont, je vais aller rapidement pour faire un pont avec les échosomatiques et notre champ de recherche.
Donc, en éducation somatique, le soma, c'est très important parce que c'est un modèle de corps, en fait, qui vient, touche au dualisme corps-esprit. Donc, le soma, c'est le corps vécu de l'intérieur, mais c'est aussi le corps compris comme ses fonctions biologiques. Donc, un corps vivant, un corps sentant et un corps en relation avec son environnement. Et les personnes qui ont plus théorisé les écosomatiques, ça a été théorisé à différents endroits, mais moi, je vais me fier plus par rapport aux travaux du groupe Soma et Po en France, somatique et politique. Elles, ce qu'elles ont mis en évidence, c'est comment, en fait, le concept de soma, c'est d'une certaine façon déjà une pensée écologique. Parce que le concept du soma met en évidence la réciprocité, en fait, entre les corps et l'environnement. Et là, il y a énormément de liens avec tout ce qui a été discuté. Donc, c'est un modèle du corps qui propose une continuité du vivant et c'est un modèle du corps aussi qui est holistique. Hein. Il n'y a pas de séparation corps-esprit, qui articule corps, pensée, affect et émotion de façon globale. Là, j'y mes notes un peu. Et conçoit la continuité entre environnement et individu, tant dans sa subjectivité que dans sa matérialité. Donc, c'est une pensée écologique qui s'oppose au dualisme, à la modernité, en tout cas la vision du corps moderne, puis qui s'oppose aussi aux savoirs dominants sur le corps en Occident, qui sont très, très liés à la science, à la médecine. On est dans une objectivation du corps, le corps objet, le corps qu'on peut quantifier. C'est important aussi de pouvoir le quantifier, mais il faut se réapproprier sa dimension subjective. Donc, le soma s'oppose au réductionnisme corporel pour offrir une pensée relationnelle, processuelle et dynamique de notre vivant. Donc, il y a un passage du corps au soma et du soma à l'écosomatique. Donc, l'écosomatique, en fait, c'est une rencontre entre l'écologie et les somatiques. L'éducation somatique, c'est un champ émergent qui essaie aussi de politiser davantage les approches somatiques qui ont été malheureusement assez happées par l'industrie du bien-être. Donc, on fait de l'éducation somatique un peu comme on va faire de la méditation pour se faire du bien, pour pas péter aux frettes, pour rester productif. Mais c'est pas ça. On s'éloigne de la dimension émancipatrice. Même si on fait du bien aux gens, c'est important. Mais il faut se rappeler qu'il y a plus que ça. Donc, les écosomatiques ramènent cette dimension-là beaucoup plus en avant-plan, la dimension émancipatrice, la dimension politique que portent les pratiques somatiques. Euh, le passage du soma à l'écosoma, je vais lire un petit extrait. Il faut alors que la conscience de soi, on prend conscience de soi comme un tout unique. Cette conscience-là que le soma apporte s'ouvre également sur une conscience du non-soi. Un soma qui accueille la vie en son sein, un soma que nous proposerons de nommer soma écosystème, qui interroge la portée politique des pratiques somatiques, particulièrement sur les relations humains-non humains qu'elles sont susceptibles d'inventer. Donc, il y a vraiment une dimension heuristique, génératrice. Qu'est-ce qu'on peut inventer à partir de ça? Puis aussi s'interroger sur les stratégies de résistance aux hyperlogiques marchandes et financières basées sur l'extractivisme et l'exploitation des ressources limitées de la planète. Et j'aimerais souligner aussi que dans les écosomatiques, les perspectives autochtones sont très, très importantes pour réfléchir justement, pour s'inspirer aussi, mais comme source première de modèles de connexion entre les humains et les plus humains. J'aurais d'autres choses à dire, mais je pense que j'ai écoulé mon temps. Ça met très bien la table, en tout cas, pour comprendre qu'est-ce que c'est. On sait que l'éducation somatique, d'où ça vient, et ce qui est en train d'essayer de transformer dans ces pratiques-là actuellement. Et ben, Johanna, Je vais poursuivre. Puis comme Julie m'avait dit qu'elle allait mettre la table effectivement sur les questions d'éducation somatique et d'une présentation un peu de mise en contexte, en tout cas historique, j'avais envie de vous partager quelque chose d'un petit peu plus pratique à partir d'un projet de recherche fait avec quatre artistes en danse qui ont des pratiques, alors qu'elles nomment pas écosomatiques, mais qui se rapprochent fortement de l'écosomatique et de ce qu'on peut en comprendre, en tout cas, dans les différents travaux qu'on a étudiés. Et donc, voilà, j'avais envie. Puis comme j'ai juste 10 minutes, je vais vous lire un texte. J'ai écrit ma petite présentation pour pouvoir tenir dans le temps, mais j'espère que ça va pouvoir éclairer d'un point de vue vraiment, oui, pratique.
Donc, dans mes projets de recherche, effectivement, je m'intéresse aux pratiques en danse et en performance qui pourraient se rattacher à ce qu'on appelle les écosomatiques. Parce que aujourd'hui, de plus en plus d'artistes en danse et en performance travaillent justement à déployer des expériences qui sont protéiformes, qui décloisonnent les rapports entre l'humain, l'humaine, la nature et toute forme de vie. Alors, l'expertise de ces artistes, tu l'as un peu nommé, Julie, repose sur le raffinement de l'attention, sur la présence à soi et à son environnement, sur une écoute subtile des sensations avec une conscience éveillée des systèmes du corps. Euh, Ces approches de création offrent souvent un mode de déplacement, des modes de percevoir et du vivre ensemble, mais aussi des temporalités qui sont souvent dilatées ou transformées et également une déhiérarchisation des relations entre humains et les humains et leur milieu de vie. Alors, dans le cadre du projet dont je vais vous parler, qui est le projet pratique écosomatique en danse et performance au Québec, que j'ai mené grâce à une subvention développement savoir du CRSH. Alors, on a mené une série d'entretiens avec 4 artistes du mouvement, 4 femmes engagées dans des processus de création menés en relation, en collaboration, en co-création avec des milieux. Alors, on avait Lara Kramer, qui est une artiste multidisciplinaire qui est née et qui a été élevée à London, en Ontario, avec une identité mixte, Anishinaabe du côté de sa mère et Mennonite du côté de son père. On avait Lucy Fandel, qui était une artiste en danse franco-canadienne américaine. Anna Sibylle Müller, une artiste d'origine allemande, mais qui est établie à Montréal depuis plusieurs années. Et enfin, Kerwin Barrington, une artiste en danse qui a grandi à Holmstown, en Montérégie, dans la région de la Montérégie. Alors, on a mené un entretien d'explicitation. Je pourrais vous en parler si vous avez envie plus tard, mais c'est pas le point de la rencontre aujourd'hui. Où chacune, elles ont décrit un moment de pratique. Parce qu'on avait vraiment envie de saisir c'est quoi le vécu d'action, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une pratique somatique, écosomatique. Et donc, elles nous ont chacune parlé de moments. Alors, Lara, un moment dans le jardin du Musée d'art contemporain de Montréal. Lucie, un moment dans le parc La Fontaine. Anna Sibylle dans un studio. Et Kerwin sur une colline à Ripon, en Outaouais, dans un champ à Sainte-Rose-du-Nord. Alors, ce que nous avons pu observer de ces pratiques écosomatiques, c'est ce que on a proposé de nommer avec mon groupe de recherche des pratiques attentionnelles de mise en relation. Elles sont abordées par nos 4 artistes du mouvement comme des expériences vécues dans l'ici et maintenant, grâce à des propositions à partager, à vivre avec les différentes entités habitant le lieu et avec d'autres humains aussi, des collaborateurs, collaboratrices, spectatrices, étudiants, étudiantes. Alors, cette aventure est transformatrice, on va le voir, avec le lieu comme partenaire de jeu. Et dans ce contexte, la question du politique, qui est rattachée aux pratiques écosomatiques, c'est intéressant parce qu'elle n'est jamais nommée ou explicitée directement comme telle par les artistes, mais non pas parce qu'elle n'est pas existante, mais parce qu'elle est vécue, elle est expérientielle, elle est incarnée. Donc, les 4 artistes interrogés ne produisent pas à proprement parler un discours sur la crise climatique, par exemple, mais elles s'engagent directement dans l'action. Elles produisent concrètement en fait des réponses à ce que Yves Citon nomme une crise de l'attention ou à ce que Baptiste Morisot et Estelle Zonneingold nomment une crise de la sensibilité. Elles nous proposent des solutions, elles nous proposent des options. Alors, cette pratique attentionnelle de mise en relation les guide vers des états d'ensemble de connexion. Ce qu'elle cherche, ce n'est pas une écriture du mouvement, mais bien la possibilité d'accéder à un certain état, rendu possible par une attitude de laisser faire, de laisser venir, où on valorise l'émergence du geste né de la rencontre avec l'autre que soi. Donc, il est question d'une écoute profonde, mais également d'une reconnaissance de ce qui est là, de ce qui les meut, ce qui les met en mouvement. Ça peut être un état de joie, un état de jeu, de plaisir, d'émerveillement qui se construit à partir d'un état de réceptivité, d'écoute, qui génère à son tour une rencontre intime avec l'environnement dans une véritable porosité entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs. Les frontières deviennent caduques finalement. Donc cette dynamique relationnelle rend caduque cette dichotomie dedans, dehors, telle qu'on peut l'exprimer
peut-être de manière plus habituelle. C'est une pratique constante d'être dans une relation avec toutes les choses, comme le dit Lara, pour qui il y a les relations comme le monde céleste, la terre, les animaux, les insectes, tous les objets fabriqués par l'homme, le béton, les plastiques, un réseau de relations dont elle fait partie. Kerwin explique de manière très similaire, je suis qu'est-ce qui m'entoure et qu'est-ce qui m'entoure et moi. Lorsqu'elle est dans cette connaissance qui est vécue différemment et qui s'exprime différemment, elle dit que ce qui est important pour elle, c'est la façon dont elle est en train de vivre résonne avec l'autre qui vit autour d'elle. Elle affirme que ce qui est autour d'elle est à l'intérieur d'elle et que ce qui est à l'intérieur d'elle l'entoure. Ces pratiques attentionnelles de mise en relation sont alors transformatrices pour les artistes qui les traversent. Et on peut aussi penser aux spectateurs, spectatrices. Elles apprennent de l'espace et deviennent avec cet espace. C'est en ce sens certainement que l'on peut reconnaître qu'elles sont dans une véritable démarche écologique. Et là, je citerai Timothy Morton qui décrit la pensée écologique comme une pensée qui imagine l'interconnectivité, ce qu'il appelle le maillage. Qui est quoi ou quoi est interconnecté avec quoi? Le maillage des choses interconnectées est vaste, voire incommensurable. Chaque entité du maillage paraît étrange, rien n'existe par soi-même, donc rien n'est complètement soi-même. Alors, chacune à leur manière, finalement, ces quatre artistes nous racontent, à travers leurs pratiques, les lieux qu'elles habitent. Elles nous proposent également le récit incorporé d'une autre qualité de présence possible au monde, dans le monde. Une présence attentive, située, capable de se déployer dans le temps. Ces récits ne se dévoilent pas dans les mots, mais avec des gestes posés, des regards, des états de corps, des présences attentives à l'espace et aux choses. Ce sont des récits du sentir, des récits de peau, des récits de muscles, de fascia, d'organes, nourris par la rencontre de l'imaginaire et du réel. Lors de notre séminaire de lecture qu'on avait fait avec mon groupe de recherche à l'automne 2022, nous avions pu traverser entre autres les écrits de Donna Haraway, d'Anna Tsing et de Vinciane Després. Et ces trois autrices proposent tout le récit justement comme mode d'être scientifique, c'est-à-dire à la fois un objet de recherche, une méthode, un style d'écriture, une épistémologie et une proposition politique. Par le recours au récit, elles invitent à la valorisation d'autres types de savoirs, mais aussi à des pratiques d'observation et d'attention. Et là, je cite Vinciane Després. Elle nous dit que le récit permet de susciter, d'induire, de faire exister, de rendre désirable d'autres modes d'attention et inviter à prêter attention à ces modes d'attention. Non pas devenir plus sensible, mais apprendre à devenir capable d'accorder de l'attention. Accorder prend ici en charge le double sens de donner son attention à et de reconnaître la manière dont d'autres êtres sont porteurs d'attention. C'est une autre façon de déclarer des importances. Or, finalement, c'est bien ici ce que les artistes écosomatiques nous proposent, la possibilité d'entrevoir un mode d'attention ancré dans les savoirs du corps, qui contribue à l'émergence d'états désirables, pour faire écho à l'idée de futur désirable proposée par Lumizé et Reneke, dans un article qui n'a rien à voir avec l'art, en tout cas, on va en parler, pouvant aussi contribuer à des utopies transformatrices de l'état du monde. Donc, les quatre artistes interrogés offrent des récits pluriels qui ouvrent sur de nouveaux possibles relationnels, car ceux-ci sont le fruit de dialogues constants et toujours renouvelés avec ce qui surgit de l'espace et dans le temps. Voilà. Super inspirant. Je retiens, dans la dernière partie de ton exposé, cette idée des récits de corps, de muscles, de chair, ça me parle, là. On dirait que je l'avais jamais envisagé de cette manière-là. Je trouve ça allume quelque chose pour moi. Puis, puis quand tu parles de l'importance d'accorder l'attention, mais je me dis dans ça, il y a aussi l'accord, il y a aussi le dialogue, même dans la racine du mot. Puis, euh, le fait de se mettre au diapason, si je poursuis l'analogie plus musicale aussi. Donc, ouais, je trouve ça riche. Euh, donc, là aussi, on aimerait ouvrir au public, donc d'ouvrir un dialogue entre les quatre panélistes pour bien, c'est ça, réfléchir ensemble, discuter de
de ces possibles dialogues nord-sud au regard des perspectives qu'on a évoquées. Ben, est-ce que parmi les membres du public, il y aurait soit des questions de clarification, soit des commentaires, des réflexions qui seraient à apporter, que vous souhaiteriez partager suite aux présentations de Julie et Jo? Je suis juste touché. Touché. Je suis touché par ce que vous dites. Longtemps que j'étudie ça, que je le porte dans moi, mais puis je pars de compagnie de connexion à la nature en contexte de plein air. Puis c'est ce que je porte. Je me suis toujours senti un petit peu seul dans mon petit monde. J'ai commencé à lire des articles, mais les pratiques avaient l'air inexistantes. Puis, je touche à des choses, ça me touche, simplement. Pas réellement. Merci de partager. Merci. Content de faire partie. Nous ne sommes pas seuls. C'est ça, c'est ça. Nous sommes des mutins, des mutants. Ouais. Je trouve Mélanie. Oui, merci pour votre présentation inspirante. Mais je vois, ça donne, ça porte à parler doucement, tout ça. Ça nous rentre à l'intérieur. Moi, ça m'a ramené dans plein de choses vécues, senties dans le corps. Puis en fait, une chose qui n'a peut-être pas été évoquée dans toutes les métaphores et le ressenti du corps, que ça m'amène à repenser, puis que je n'avais pas pensé avant aujourd'hui non plus dans ma pratique en éducation, c'est nos rapports aux saisons. En fait, moi, j'ai vécu longtemps en ville. Après, j'ai vécu en région, vraiment plus proche de la terre. Puis, je suis revenue en ville. Puis, je me rappelle d'avoir gagné quelque chose après 2, 3 années, en fait, à vivre, à accorder mon corps au cycle des saisons. Puis là, d'être en train de le reperdre dans nos modes de, 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 de fonctionnement qui sont standardisés tout au long de l'année. Et c'est ça, tu sais, je sais pas si, en tout cas, c'est une discussion comme ça, là, que j'ouvre ou réfléchir à cette attention, en fait, puis à cette émancipation, à se donner le droit, en fait, d'instaurer dans nos pratiques quotidiennes, dans nos vies quotidiennes urbaines et modernes, le droit de s'accorder aux saisons, donc de moduler nos activités et nos rythmes davantage pour être attentifs à ce que les saisons, les changements de température, d'humidité provoquent dans nos corps et puis comment ça pourrait nous permettre de vivre plus en harmonie entre nos corps et nos environnements. Il y a les cycles des saisons, puis on pourrait penser au cycle de la lune aussi, puis comment on l'intègre dans nos vies. Et je donne un exemple. Hier, je donnais à mon séminaire doctoral et mes étudiants sont arrivés, beaucoup d'insomnie, d'excitation, mais c'était vraiment la pleine lune cette semaine. Et quelque part, c'est quand même un moment en fait du mois où l'énergie est particulière, la nouvelle lune, les pleines lunes, voilà, c'est des cycles aussi qui nous accompagnent et on a proposé un début de classe qui, je crois, en fait, accompagne cette énergie de la pleine lune. Et je me pose la question, c'est intéressant parce que hier, c'est venu et c'est la première fois que j'y pensais. Je me disais comment je peux adapter mon enseignement et ma pédagogie aux saisons et aux lunes. Et les Mais oui, comment aborder ces énergies-là collectives qu'on vit dans les montées, les baisses d'énergie, je leur ai fait du thé à la cannelle. En tout cas, on a. Oui, maintenant, elle prépare des petits goûters dans ses cours. Au programme en éducation relative à l'environnement, il y a quelques années, on a eu une étudiante qui s'intéressait à écologiser, ben, à comment on pouvait aborder les cycles féminins en éducation relative à l'environnement, puis comment est-ce qu'on pouvait justement plus rattacher ces cycles-là à notre milieu, à notre... Alors, oui, c'est intéressant de considérer tous ces différents types de cycles. Et puis, on pourrait penser les cycles de vie et de mort. Tu mentionnais Donna Haraway, hein, c'est apprendre à vivre et à mourir dans notre monde contemporain, c'est avec responsabilité, ça fait partie de son message. Oui, justement, cette idée de cycle, ça m'a paru tellement importante. Et puis bon, pour revenir à l'éducation relative à l'environnement, justement, cette idée de mieux connaître, de mieux comprendre, de mieux ressentir, de mieux
de mieux vouloir aussi transformer ce qui va pas. Mais l'idée d'énergie qui circule, ça m'a beaucoup aussi fait penser à ce que Francisque évoquait tout au début, la question de l'eau, sémence et énergie. Et puis, lorsqu'on parle de mise en relation, donc mise en relation, ça veut dire des énergies qui circulent. Et puis, des mises en relation pour une connexion et pour éventuellement assurer ou cheminer vers une fluidité, une harmonisation, donc articuler ces énergies-là ensemble dans une perspective aussi de complémentarité. Puis je pense alors l'idée du corps, les corps individus, mais les corps collectifs aussi, dont on parlait dans les mouvements, soit communautaires, sociaux, les mouvements des femmes qui ont été évoqués, comment c'est absolument essentiel justement de cheminer vers cette idée de s'articuler ensemble à partir de cette prise de conscience, de cette valorisation des corps dans leur intégralité des corps, c'est-à-dire on y intègre aussi les talents, les compétences, les rêves, les imaginaires de chacune et chacun. Et donc l'articulation de tout ça afin d'agir en complémentarité vers l'idée des transformations qui a été évoquée ici aussi. Donc, il y a beaucoup de liens qui pourraient être faits avec l'éducation relative à l'environnement. Et puis, l'autre élément qui a été évoqué par Julie tout à l'heure, l'idée de faire face, en fait, de faire contrepoids au discours dominateur du corps perçu comme objet, puis du corps territoire perçu comme ressource aussi. Donc, ça, c'est très, très, très présent dans les luttes territoriales et dans les luttes de défense des territoires. Donc, de faire contrepoids à cette idée que le territoire est une ressource à exploiter jusqu'à l'épuisement de ce qu'il y a là comme richesse enfin, qui a un intérêt marchand. Donc, c'est aussi donc de tenter de construire une autre vision des territoires comme un lieu à vivre, un lieu où il y a la vie, un lieu où il est bon de vivre, de s'aimer, puis de célébrer la vie. Donc, voilà, ça me paraît qu'il y a là des éléments qui sont enfin, très pertinents à l'éducation relative à l'environnement aussi. On parlait tout à l'heure l'émerveillement, l'attachement, le réenchantement, et puis l'idée des transformations aussi, de se reconstruire, de construire une réalité plus, un peu plus bonne de vie. Oui. Alors, Francesca et Déborah, et donc maintenant, ben, on aimerait ouvrir ce dialogue à quatre. Ben, commençons peut-être par voir justement quel dialogue vous aimeriez créer, à ouvrir entre ces perspectives émancipatrices à la fois du Nord global, du Sud global, dans différents contextes. Là, on avait le contexte des éducations, du mouvement bon, d'éducation somatique, de la danse. Il y a été question de lutte territoriale, éco-territoriale, de danse aussi, de pratiques au Brésil, comme tu nous en as parlé, Déborah. Alors, quel regard vous posez sur à la fois sur ces différents mondes et sur les possibilités d'une traduction interculturelle, peut-être au regard de ces différentes manières de vivre les rapports entre corps et territoire, corps et environnement? J'ai aussi écrit un petit texte pour ça. Je crois que nos expériences corporelles sont diverses et évidemment situées géographiquement. C'est ça, mais elles sont également situées du point de vue de genre, de l'ethnicité et de la classe. Je crois que ça, c'est très important pour penser la relation nord-sud. C'est fondamental. Alors, c'est dans ce cadre que s'enracinent les relations entre le nord et le sud global dans les structures de pouvoir. Le nord représente pour nous, pour les personnes les peuples d'Amérique latine ou Abya Yala représentent toute la colonialité et la modernité dans l'imposition
d'un accident par rapport à ceux auxquels nous résistons par nos propres pratiques de résistance. Alors, il convient de noter que le Nord global aussi habite également les Nord globaux. Ça, dans le Sud global, je veux dire, habitent également les Nord globaux et vice-versa. Alors qu'en dessous, nous pouvons trouver des perspectives d'État et des sociétés fortement coloniaux qui rendent compte d'un ordre global opérant sur ces territoires, mais aussi qu'ils opèrent dans notre corps. Je crois que ça, c'est très important. Dans ce contexte, il est aujourd'hui essentiel de générer des alliances et des stratégies communes entre le Nord et le Sud qui remettent en question le système de pouvoir. Je crois que le pouvoir, on doit problématiser toujours. Pour y parvenir, il est essentiel que le Nord global reconnaisse, connaisse et rende visibles tous nos conflits. Par exemple, socio-gouvernementaux qui s'inscrivent dans le cadre de l'imposition des pratiques extractivistes, par exemple des entreprises européennes au Chili, en Amérique latine. C'est fondamental. C'est pourquoi il est essentiel de penser que la lutte contre le colonialisme, le patriarcat et le capitalisme sont des luttes profondément internationalistes et transfrontalières. Je voudrais simplement conclure en soulignant que la seule façon de tisser et d'articuler les luttes est d'avoir un cadre large de solidarité, mais aussi de soutien et de connaissance mutuelle des résistances comme des alternatives. Cette perspective a un fort caractère émancipateur car elle nous place dans une autre façon de regarder le monde, de nous placer dans un état de réexistence. Je pensais, Isabelle parlait beaucoup, par exemple, de la joie de vivre. Les communautés zapatistes au Mexique parlent de la joyeuse, la joyeuse rébellion, alegre rebeldía. Je crois que c'est très fort parce qu'ils pensent la joyeuse rébellion comme la trame de la vie pour revoir la vie, le territoire, la nature, le quartier, mais aussi mon corps, tous les corps. Alors, je crois que c'est très important s'impliquer dans les luttes des peuples et dans les luttes que la nature elle-même donne. Parce que c'est très important pour nous comprendre que c'est penser la nature comme un sujet. Alors aussi la nature est un grand corps, et un corps de résistance. Alors on dit des fois que la nature se rend présente à travers de nos corps. Alors, je crois que c'est très important, et je vais finir maintenant, l'importance de comprendre nos lieux, mon lieu, nos corps, à partir du cycle naturel, mais une nature qui se pense et qui habite comme un sujet. Ça. Merci. Oui, Francisca. Et oui, puis il y a tout un travail, je pense, de faire connaître, hein, un travail d'éducation populaire internationale, peut-être d'une certaine manière à faire. Mais ici, au Québec, nous avons le Comité pour les droits humains en Amérique latine qui travaille beaucoup à faire connaître justement ces perspectives qui émergent dans les luttes au Sud, ici aux Québécois, Québécoises, et qui établissent aussi des ponts entre des luttes autochtones qui ont cours sur le territoire ici et des luttes du Sud. Et aussi à ces espaces de joie militante qui se créent aussi à travers tout ça. Merci, Julie. Déborah ou Johanna, vous souhaitiez rebondir? Non, non, merci. Effectivement, je pense que la question des luttes politiques et des luttes environnementales
sévissent aujourd'hui. En tout cas, on a besoin d'être davantage informés, de s'informer. Et c'est notre responsabilité, je pense, en tant que Nord Global, de s'informer et d'y participer aussi à différents niveaux. Et je pense que moi, ce que j'ai envie à la question en fait que vous nous avez posée, j'ai tourné ça un peu dans tous les sens et je pense que j'ai envie d'adopter une posture d'écoute et en fait oui, une posture d'écoute en fait pour vraiment parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre en fait du Sud global. On a beaucoup à apprendre de vous, de cette manière d'aborder le corps, de cette manière de sentir, de penser. Parce que en Occident, on a été tellement, et tu l'as très bien dit, on a été formaté, on a été finalement endoctriné dans une relation corps-objet tellement forte avec beaucoup aussi d'injonctions venues par une culture judéo-chrétienne sur le fait que le corps devait certainement être mis de côté, ne correspondait pas à quelque chose de beau, de pur, etc. Alors que je pense que dans ces cultures-là, dans vos cultures, en fait, du Sud global ou dans les cultures autochtones, ce qu'on retrouve aussi, puis tu pourras en parler peut-être, Déborah, mais moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a une valorisation au contraire du corps et il y a une reconnaissance du corps et une participation du corps à la vie quotidienne et à la vie aussi spirituelle et aux rituels qui ont lieu. Puis pour moi, ça, c'est une grande différence. Euh, je pense qu'on a besoin de s'y inspirer, puis de s'en inspirer. Et les artistes écosomatiques, euh, finalement, développent aussi des rituels. Puis cette notion de rituel et de relation à une autre cosmogonie, en fait, à une autre façon de voir le monde. Euh, voilà, c'est très, c'est très inspirant, en fait, toute la manière de penser du Sud global. Donc, je pense qu'on a beaucoup à aller vers vous et à aller apprendre de vous, en fait, et à être dans une modalité d'écoute. Mhm. C'est ce que j'aurais envie de dire. Ah oui, tout à fait. Euh, Déborah, Joanna, oui, Joanna m'a fait penser dans écrivante. Ça m'a pris maintenant son nom de l'Afrique. Elle est d'Angola. Je pense qu'elle disait ici était le paradis avant que vous, vous, vous arrivez, non? C'est comme euh, toute la question de la christianité. Ne? Pas, je ne parle pas de ça dans une question de mauvais ou pas mauvais, mais ça me fait penser dans cette personne. Quand on dit nord-sud, quand on dit orient, occident, il faut se questionner, il faut se demander quel est le point de référence. Non? Parce que le globe, c'est global, c'est une balle. Mais on divise et ça a commencé beaucoup par rapport à l'Europe au début. Et le Sud, qu'on nous était beaucoup l'Afrique, avec les questions des Noirs, avec les questions de la couleur, qui fait l'esclavage et toute l'histoire qu'on connaît. Donc, la première chose que je vois, c'est que moi, comme je peux dire que j'ai vécu dans les deux pays, non? Je suis partie des deux pays parce que je suis remplie du Canada et je suis remplie du Brésil aussi, du Sud. Et c'est que nous sommes la même personne dans le sens que nous voulons les mêmes choses. La question, c'est comment est-ce qu'on cherche, quelle est la façon qu'on cherche ces choses-là. On cherche être heureux, on cherche être avec la nature, mais il y a une question importante. Je ne va pas même toucher ce que Francisque a dit, parce que la question de la politique géographique, ça, c'est un point vraiment basal de ce qu'on dit. Mais il y a une question de climat aussi. Et ça, je peux dire parce que j'ai vécu moi-même, mais c'est comme on voit la différence entre être dans le soleil, dans le soleil qui vient, et on peut enlever notre vêtement. Non, on peut simplement, on n'habille pas beaucoup de vêtements.
Et au nord global, quand on doit habiller beaucoup de vêtements, ça fait aussi un changement dans la façon d'interaction avec l'environnement. Parce qu'on a, si aussi, non, si on dit ça en espagnol, on doit se refermer d'une façon ou d'autre. Donc, je comprends beaucoup la façon plus tête du Nord global, aussi par rapport à cela. Ce n'est pas une cause et une chose déterminante, mais il y a ça aussi. Parce que la question de la relation avec la terre, avec les plantes, avec le vent, elle vient aussi de comment est-ce qu'on met notre peau. Et donc, on parle beaucoup donc de l'éducation somatique dans ces choses-là. Comment c'est la relation avec notre plus grand organe, avec l'environnement que nous avons. Et ça donne une différence entre les relations plus près, non plus près que je dis, c'est comme on se touche plus, on se, on se parle plus près. C'est comme il n'y a pas beaucoup de choses, de vêtements que je dis. Je voudrais mettre aussi ces points parce que c'est un point que je trouve très important dans ma vie personnelle. Et maintenant, je vais parler de moi. J'ai trouvé une différence incroyable dans ma façon de sentir la vie et de me voir, et même une crise existentielle, j'avais le premier hiver que j'ai passé à Montréal, que je n'avais pas l'occasion de voir ma peau. Je ne pouvais pas toucher tous les jours c'est que mon corps, disons. Donc, cette question, c'est pas exactement à cause de vêtements comme tel, mais la façon, le fait de ne pas pouvoir me toucher. Parce que à la fin, on commence à avoir peur de nous toucher. Parce que si on enlève, on va voir, il a le froid qu'elle a. Donc, je voudrais seulement mettre ces points-là dans la conversation. Ben oui, ben oui. Puis là, ça y est, là, on est au point de ça, là, de commencer ici au Québec à en ajouter, là, depuis ce matin en particulier. C'est bien froid. Enveloppe. Julie? Ben, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je suis assez d'accord avec ce que Johanna t'a dit par rapport à la posture d'écoute puis d'apprendre. Je me sens vraiment en phase avec ça. Puis que aussi, oui, pardon, puis de pas mettre ma main devant ma bouche. Ben, si je reviens à la question du geste ou du corps ou de la conscience par le corps, je pense aussi que nous, en tant qu'Occidentaux, on a aussi à réaliser que nos gestes sont embarqués dans cette dévoration de la terre, dans cette machine écocidaire. Donc, on y participe à travers nos gestes. Puis c'est une autre façon comme de comprendre cette réalité-là. Puis comment tout ce travail-là, ce travail attentionnel, ce travail de s'accorder avec... je pense que la notion de territoire s'applique peut-être moins ici. Nous, on utilise plus le milieu, qui fait aussi appel à la dimension affective par rapport à notre entourage. Donc, comment cet accordage-là peut nous faire réaliser ben, nos gestes du quotidien aussi. Et comme je reviens à cette notion de différentes échelles, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Puis tout à l'heure, moi j'ai bien accroché quand tu as évoqué plutôt, Julie, le corps imprégné des discours sur le corps, tu sais, le corps discipliné, le corps. Puis, ben, c'est ça, j'ai l'impression que vraiment on l'oublie à quel point ça rentre dans toute notre être au monde corporel, là. Donc, ouais. Euh, oui, ça m'a imprégné. Là, ce que tu as dit tout à l'heure, À ce Isabelle, je sens sens, que tu veux réagir. Oui. mais à ce sens même, je pense que l'idée des contre-cultures s'applique très bien à ce qu'on est en train d'évoquer comme ce réveil du corps individuel, du corps collectif, vraiment qui est à la rébellion, en fait,
qui se déploie dans la perspective justement de rompre avec cette culture qui est contraignante et qui nous a imposé une façon de procéder, de faire, d'être au monde, en fait. Donc, je crois que ces mouvements, autant les écosomatiques, tous ceux les écoféministes et tous ceux qui sont en fait, qui se déploient autour de ce concept de corps-territoire sont dans ces mouvements de contre-culture, hein, en train de, en train de bâtir aussi, c'est ça qui me paraît intéressant, de l'idée, lorsqu'on parle de cette espèce d'éclosion de nouveaux principes. Il y a des valeurs qui étaient là, mais peut-être qui sont valorisées davantage, et sont valorisées, puis ils deviennent des principes de vie, et puis articulateurs éventuellement de nouveaux récits. Donc, je crois qu'il y a émergence d'un nouveau récit dans tout ça, une nouvelle vision du monde et qui peut se transformer. Et puis moi, je peux pas autrement qu'évoquer toute cette expérience au Chili avec la construction de propositions de nouvelles constitutions qui a été un exercice phénoménal. Francisca pourra en parler. Il a été étroitement impliqué dans ce travail-là, de travail collectif de base à clarifier qu'est-ce qu'on veut comme pays et puis qu'est-ce qu'on veut particulièrement dans les cas où il a été impliqué dans toute la dimension environnementale. Alors, il y a des nouveaux récits qui émergent de cette prise de conscience du corps, de notre corps et du corps collectif et du corps territoire, du corps terre. Donc, et cette prise de conscience se transforme puis chemine vers un engagement et puis un engagement vers l'idée de transformation. Et je le vois aussi dans ce que Johan évoquait de la danse, c'est cette espèce de recherche une autre forme de connexion, une fluidité, une espèce de réalisation en tant enfin, en tant que corps organique qui tend de reconnaître et de se reconnecter avec l'autre corps qui est le milieu, qui peut être urbain ou autre naturel, etc. Donc, je vois là vraiment cette recherche du nouveau, quelque chose qui sort de moules qui nous sont imposés, qui ont été imposés, puis qui sont très ancrés en fait dans nos mœurs quand même, et très ancrés dans la société, puis sont dominants parce que les enjeux de pouvoir que Francisque a évoqués sont incontournables. Il faut en tenir compte, les enjeux de pouvoir. Aujourd'hui, on est dominé par des logiques qui dépassent nos désirs en tant que la majorité de la population ils ne partagent pas ces logiques guerrières qui s'imposent aujourd'hui, puis qui font, ils refondent des milieux de vie, puis des gens, puis qui, en fait, et je crois que, voilà, donc, il y a une mouvance qui est à valoriser, puis il y a l'effet structurant de cette mouvance qui me paraît important à évoquer, et la dimension politique, ben, éthique, ça a été mentionné, mais la dimension politique, donc de comment pouvons-nous, à partir de ces énergies nouvelles, de ces inspirations, et cheminer vers des transformations et des nouveaux modes de conduction collective de nos destins partagés, quoi. Alors, voilà. J'aurais envie de partager aussi une réflexion sur la crise environnementale qu'on vit et les nombreux conflits euh, qui existent actuellement amènent aussi à des crises migratoires. Et toute cette question du corps-territoire me semble particulièrement importante à se poser dans un contexte où les migrations vont avoir lieu de plus en plus, que ce soit pour toutes sortes de raisons. Et j'accompagne une étudiante actuellement à la maîtrise en danse qui travaille justement sur le processus migratoire de femmes latino-américaines au Canada et l'impact que ces déplacements et ces changements de territoire ont sur les corps. Et comment, en fait, elle le dit d'une très, très belle manière. Elle parle de danse migratoire, dans le sens comment on peut vivre sa migration en dansant, c'est-à-dire en retrouvant une fluidité de mouvement, une connexion au corps, etc. Et en fait, comment son projet d'étude est justement de voir comment les pratiques du mouvement de ces femmes latino-américaines peuvent les aider
accueillir un nouveau territoire, à habiter un nouveau territoire, et qu'en fait, dans ces crises migratoires, c'est pas seulement habiter un nouveau territoire comme on peut le penser, mais c'est habiter son corps territoire aussi, et de réintégrer finalement cette double ou cette boucle corps territoire territoire corps. Alors je trouve que effectivement toutes ces pratiques qu'on offre et ces réflexions sur le corps aujourd'hui et la sensorialité, le travail d'écoute aussi peut avoir des impacts politiques dans la manière dont on peut gérer aborder les migrations aujourd'hui parce qu'il y en aura de plus en plus. Puis, Quel beau projet de recherche. On va l'inviter dans la suite, dans un prochain événement. C'est ravi de venir et Paulina est très très engagée. C'est vraiment, en fait, on avait fait une table ronde sur ce qu'on avait nommé danse migratoire, parce qu'on a une autre étudiante qui est libanaise et qui a fait un projet qui s'appelle Arriving sur la notion de arriver. Quand est-ce qu'on se sent arrivé quelque part? Puis en fait, c'est un processus, le fait d'arriver quelque part. Et donc, elle a créé tout un jeu de cartes pour danser, en fait, son processus d'arrivée. Et c'est vraiment très, 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 très beau. Donc, on avait eu cette table ronde sur les processus, sur les danses migratoires. C'était superbe. Je voudrais dire des mots. Je crois que c'est très... J'aime beaucoup ce qu'a dit Déborah et toutes les personnes ici. Je crois que c'est vrai, on cherche les mêmes choses, mais je crois que c'est très important maintenant révéler les violences structurelles, toujours. Je pense dans le génocide de Palestine. Mais aussi, c'est important de penser que Chili, mais pas Chili, l'État du Chili fonctionne aussi comme un ordre global. C'est très important. Au Brésil, la même chose. Nous, on sont les peuples, les corps, les femmes, les dissidents, que, que nous sommes la résistance. Mais les États, de la même chose, de la même manière que Canada ou France, opèrent de logique coloniale. Je crois que c'est très important. Par exemple, au Chili, il y a une criminalisation et militarisation du territoire et du peuple mapuche. Je crois que c'est très relevant montrer ça et sa relation avec l'extractivisme, par exemple. Alors, je dirais que cette logique coloniale transforme, on crée des corps, des peuples et des territoires qui sont jetables. C'est terrible et c'est vrai. Le corps migrant, par exemple, c'est la même chose. Je crois que c'est très profond. Alors, je pensais, quand on disait, Déborah, que l'interaction avec le monde est différente à partir du lieu que j'habite, c'est très potent, je crois, parce que dans mon cas, c'est différent, mais dans le propre territoire du Chili, mon expérience du lieu d'habiter au Santiago et habiter au Chiloé, ce sont deux expériences euh, qu'on pourrait dire que j'habite des territoires divers. Et ça, c'est très important de penser. C'est pas une forme, seulement une manière d'habiter le territoire. J'habite beaucoup de territoires et aussi des territoires divers. Alors, je pense que notre relation est différente avec la nature, le territoire, euh, à partir du moment, d'une époque, d'une forme, d'une manière d'habiter le monde. Et non, je t'écoutais quand tu disais, ma façon de vivre la vie est très différente quand je peux pas me toucher. C'est, c'est fort ça quand tu as dit ça. Alors, je pensais aussi dans autre expérience qu'on peut toucher, par exemple, dans certaines expériences de violence politique, par exemple. Alors, je crois que le réveil du corps, la prise de conscience est fondamental. Penser les violences structurelles, mais aussi penser cette forme d'habiter des territoires divers et où le corps, les peuples, les territoires sont des lieux où la forme, les façons d'habiter, de vivre sont différentes. Alors, c'est très potent tout ce qu'on a dit, on réfléchit. Merci. Si vous me permettez, je voudrais seulement ajouter une autre chose par rapport à tout ce qu'on a parlé.
Et quand j'ai écouté Joanna par rapport à l'immigration, et moi, je travaillais un peu avec l'immigration à Montréal aussi. Et, et c'est important quand on pense le corps territoire. Et il y a un autre concept que c'est body as territory, non? Que c'est un peu lié à tout que nous sommes en train de parler, mais qu'il montre plus fortement le corps comme territoire. Et parfois, si on pense seulement, je pense qu'on doit être attentif à ne pas glisser dans le sens de penser que le corps, c'est notre territoire, et that's it. Parce que le corps, oui, c'est notre premier territoire. Ça, c'est pas les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Nous qui avons un corps, c'est notre premier, c'est les premiers lieux que j'habite. Après, c'est le corps de ma mère. C'est les deux premiers territoires que j'habite partagés, ma mère partagée. Mais il y a aussi, dans les questions d'immigration, par exemple, il y a le territoire ou la terre comme telle. Parce que migrer, sortir d'un lieu seulement avec mon territoire personnel, c'est pas suffisant. Il y a tout l'environnement qui est autour, que le, le geste qu'on fait, que la couture fait, l'odeur. Je me rappelle à Montréal, quand on dit, non? Je me rappelle à Montréal la première fois, après l'hiver, que j'ai senti l'odeur de la terre, il y avait la pluie. Tout de suite, je me suis rappelée à la maison de mon grand-père. Donc, ça m'a donné une familiarité et ça a changé toute ma journée, cette situation. Donc, il y a, oui, le corps-territoire, le body as territory, le territoire-corps, il y a tout cela. Mais il est vraiment engagé à mon environnement, soit où j'ai habité, j'aurais dit, soit à Montréal, soit en Espagne, soit au Brésil, soit en Afrique, soit en Angola. Cette partie qui fait, c'est partie du monde, de la nature des gens, de la culture, qui fait partie de qui je suis, qui je pense, ma façon de voir moi-même. Ça, c'est aussi ce qu'on dit le territoire. Ça fait la différence dans le sens quand on pense le territoire, on pense aussi les gens qui sont au territoire. Toujours quand on parle avec les autochtones et on parle de la terre au territoire, il y a les gens et ils vont tout le temps, c'est comme presque de suite, ils vont parler de grands-parents, ils vont parler des tantes, ils vont parler des ancêtres. C'est une chose qu'on n'a pas touchée ici aujourd'hui, mais c'est une façon, c'est une, pas exactement une façon, mais c'est un élément très, très, très important aussi dans ce contexte qu'on parle. Oui, je vous dirai une chose. Ma mère, dans l'exil, elle dit toujours migrer avec ses souvenirs, ses esprits, ses douleurs, ses souvenirs, ses rêves, mais aussi avec les odeurs de la terre et de la cuisine chilienne. Et je crois que c'est très important. Ça, c'est le corps migrant, ou le corps de l'exil. Ça, merci Déborah. Ah, ben, il nous resterait une dizaine de minutes pour partager avec vous tous et tous à distance ou bien ici dans la salle. Donc, des impressions, questions. Il y a plusieurs commentaires Oui. dans le chat. C'était plus des impressions, il n'y a pas de questions D'accord. qui sont intervenues à différents moments de la discussion, mais euh, comment je peux vous dire les deux derniers. Il y a Martine Châtelain Ah qui oui. nous dit l'éducation. Bonjour Martine. Alors, Martine. Qui nous dit le corps est porteur des mémoires, ce sont ces mémoires qui doivent être nourries par des expériences sensorielles et sensitives, sensibles, dès le plus jeune âge, que les connexions avec la nature et les autres êtres vivants se fassent, se construisent en tout être humain. L'éducation que j'ai connue et qui existe encore primait beaucoup le corps, défense de bouger, défense de parler, défense de toucher, obligation de rester assis de longues heures coupées de récréation sur l'asphalte, entouré de clôtures métalliques, même le dehors était carcéral. Notre corps empêché de faire son travail, créait une distance avec le vivant. Et on a aussi, je ne sais pas si Martine Châtelain aurait voulu parler, c'est possible.
Oui, Martine, Oui, on peut t'entendre. si t'es encore avec nous, allume la caméra, on veut t'entendre. Je Oui. sais pas, je sais pas si je peux, mais je peux parler. Moi, il me semble que toute l'éducation qu'on a vécue brimait le corps. Je sais que il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux courants qui amènent les enfants dehors, qui amènent les enfants dans la nature, qui leur permettent de bouger plus. Mais en fin de compte, on avait toujours des injonctions de se taire, de rester assis, de ne pas bouger. Pour une hyperactive comme moi, ça a été très difficile. Puis je pense qu'on a tout de travers, qu'on doit absolument concevoir une éducation à l'environnement tout de suite par les sens, par tous les intervenants les ont nommés, les éléments de la nature, l'eau, l'air. On a parlé beaucoup d'eau et de terre, mais l'air aussi. Sentir le vent, sentir les odeurs qui sont transmises par l'air, la température, c'est toutes des choses essentielles et les connexions se font dans notre cerveau. Il y avait Thérèse Brosse, qui est une chercheure belge, je crois qu'elle est belge, qui disait que on coupe, quand on assoit des gens, on coupe l'influx nerveux qui passe jusqu'à notre cerveau. Ça fait que déjà, la position assise sur une chaise est contre-intuitive pour apprendre. Fait que je me dis, on a tout fait de travers, il faut recommencer, puis prévoir une éducation qui comprenne le corps territoire, le corps dans le territoire, le corps par le territoire. Alors, merci beaucoup, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Merci, Martine. Je me dis qu'un prochain événement, on devrait le faire en mouvement Oui, aussi. ben, c'est exactement ce que j'allais dire parce que les moyens de communication, même de transmission, ils sont disciplinés Mhm. par cette je suis pas capable de le dire, disciplinarisation du corps. Donc, on en parle, mais il n'y a pas vraiment de place pour nos corps en ce moment. Donc, on s'exprime de toutes sortes de façons, mais justement pour avoir ces récits sensibles, il faut que nos corps soient dans l'espace, en mouvement aussi. Ça, ça me rappelle, je me rappelle pas exactement les noms du rituel, mais des activités collectives brésiliennes où il y a toujours la mystica. Et au départ des rencontres, il y a toujours une activité où on se donne la main, il y a des chants, il y a des consignes, mais on se touche, on tourne, puis après on travaille comme on est en train de faire maintenant, mais il y a toujours une dimension. Je crois que Chili aussi, les mouvements des femmes où Francisca travaille, et il y a beaucoup la danse, les mouvements qui font partie de ces luttes. Et puis c'est très intégré dans la culture de le faire régulièrement. Donc, je crois que c'est présent. Et puis, bon, probablement qu'ici, je sais pas trop, par le poids des vêtements, peut-être, qui nous empêche de bouger, je sais pas. Mais on a moins ces dimensions-là. Quoique je me rappelle d'avoir assisté à je pense que c'était à Planète Terre. Et c'était les organisations autochtones qui ont amené justement ces rituels des démarrages, des activités avec de la fumée, de la sauge, puis se prendre des mains et autres formes de rituels qui nous ramenaient à être ensemble de se concentrer puis de se ressentir ensemble aussi et pour commencer bien les travaux avec une belle inspiration et de belles énergies. Ramener du sacré aussi. Il y a quelque chose oui, le sacré. Dans la rencontre, dans l'être ensemble, Oui. dans ce qu'on partage, être en gratitude, c'est vraiment ce que nous apprennent les cultures autochtones. Absolument, oui, c'est ça. Il y a un autre aspect qui me paraissait intéressant de souligner, qui a été évoqué par plusieurs d'entre vous, et c'est la question de la mémoire. Martine en vient de parler. Mais je dirais que l'invitation aussi qui est mise sur la table avec tout ce que vous avez évoqué, c'est celle justement de valoriser la mémoire, l'histoire. On souffre d'amnésie. En fait, souvent, on ne regarde pas ce qui se passe, ce qui s'est passé avant, comment c'était avant, qu'est-ce qu'on pensait avant. Ça ne veut pas dire idéaliser les passés,
mais d'apprendre de ces passés-là, d'apprendre de les connaître, tenter de les comprendre, et puis de faire les liens aussi entre les différents passés. Vous avez évoqué les processus migratoires et comment on vit. Et puis, je le vis moi personnellement aussi. Je suis réfugiée politique ici au Canada. Je suis arrivée comme réfugiée politique. Et puis, mon histoire, mon passé, il est avec moi en permanence, puisque je suis ce que j'ai fait, c'est un lien avec toutes ces histoires-là. Et souvent, et je pense qu'aussi, il y a un type d'éducation qui tente de standardiser, puis tout le monde est pareil, on démarre tous pareil. Et je crois que l'invitation, il y a la question de revisiter nos corps, de les valoriser, nos corps personnels, collectifs et nos territoires, il y a cet aspect aussi de valoriser nos histoires individuelles et collectives, de les partager. Et puis d'établir ces maillages justement à travers ce qu'il y a d'unique, d'idiosyncrasique dans chacun, chacune, et puis d'établir des ponts. En fait, ces maillages, c'est vraiment s'articuler à travers cette grande diversité qui fait notre grande richesse aussi. Mhm. Alors, et puis rompre avec cette tendance d'amnésie ou de standardisation, parce qu'on est unique. Hein, et je crois que c'est dans cette unicité, il y a la richesse, mais tout en comprenant l'unicité comme complémentarité, quoi. Donc, voilà ce qui me paraissait, qui est important dans une perspective d'éducation relative à l'environnement, énormément, énormément, ces dimensions des temporalités, quoi. Mhm. Et puis, la mémoire aussi, ça nous ramène, lorsqu'on parle d'un territoire, c'est pas un espace géographiquement délimité, c'est un lieu dynamique où il y a des vivants, il y a des non-vivants, puis il y a une culture, il y a une mémoire, il y a les ancêtres, il y a un enracinement donc qui peut être profond. Et donc, c'est à valoriser aussi tous ces éléments-là. Et Gina Thésée dit merci infiniment à vous toutes. Auriez-vous des réflexions autour du corps noir et particulièrement le corps noir au féminin? Hmm. Non, Oui. Gina, t'en as peut-être à nous partager aussi. On aimerait ça t'entendre si tu acceptes. Écrit là-dessus. Moi, je conseillerais la lecture de la thèse de Angélique Wilkie, qui est professeure à Concordia et qui a travaillé sur la dramaturgie du corps noir, et elle a travaillé sur une pièce avec Mélanie Demers sur son histoire jamaïcaine. C'est vraiment, elle a énormément de références passionnantes, et son texte, sa thèse est vraiment extrêmement belle. Donc voilà, ça c'était ma suggestion. C'est Angélique Wilkie. Wilkie. C'est disponible sur, c'est une thèse UQAM, donc Archipel. Elle est, c'est ça, elle est professeure à Concordia et elle s'occupe de toute la question. Elle a été en charge d'un gros projet sur la reconnaissance des Noirs, en tout cas à Concordia. Merci pour cette référence. Gina nous dit qu'elle est aphone. Ça fait partie du corps aussi. On a parlé de tout ça aujourd'hui. Moi, je vais faire un petit commentaire. Bon, je parle depuis d'un corps métis, c'est vrai, mais je crois que c'est très puissant le concept de vivre savoureux que des femmes noires au Colombie ont positionné. Cette idée de parler, penser le corps noir depuis le, le chanter, danser, la fête, que c'est à partir de la philosophie Ubuntu. Alors j'invite connaître l'expérience de Colombie et d'être idée de vivre savoureux. Et ce vivre savoureux dans un contexte de violence politique, extractivisme, racisme très fort. Alors, merci pour la question du corps noir. C'est bref. C'était bref. Bien, ben merci, Francisca. C'est les femmes Garifuna? Non, c'est les femmes Colombie de la costa del Pacífico. Garifuna. Vivir sabroso. Oui. Vivre savoureux. Du lieu de Francia
la vice-ministre du Colombie, Francia Marque. Eh bien, mais s'il n'y a pas d'autres commentaires, c'est le moment, oui, de vous remercier, chers panélistes, donc Déborah, Francisca, Johanna, Julie, merci beaucoup des partages. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour échanger sur ces questions et les approfondir ensemble. Et puis peut-être à travers, ben, ici, en tout cas, on ferait un atelier de mouvement. Et ben, merci à ceux et celles qui ont été avec nous ici à l'UQAM et à distance. Alors, continuez de suivre nos infolettes pour connaître nos prochaines activités. Puis, cette table ronde, elle a été enregistrée. Donc, si vous voulez la partager à des collègues, des amis, ben, bientôt, ça va être disponible sur la chaîne YouTube du Centraire. Alors, voilà. Merci Isabelle. Ben, merci, Et Laurence. merci Gilles d'avoir permis cet échange avec l'étranger. Et puis à Hugues aussi d'avoir été présent. Alors, voilà. Merci. Merci. Voilà. Merci Merci. pour l'invitation. Salut.